Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous prie d'excuser un petit peu notre retard. On a eu un petit souci de connexion. Donc après avoir vu différents aspects des entretiens d'embauche et suite justement à votre demande, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Abdi, qui est General Manager de Added Value Plus et qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, afin qu'il nous parle aujourd'hui de ce qu'on redoute en fait en entretien d'embauche, qui sont les fameuses questions pièges. Hein. Donc, bienvenue Monsieur Abdi et merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Merci à vous, honorable assistance, chers participants à ce webinaire. Merci pour votre patience, surtout parce que la connexion nous laisse un petit peu sur notre faim des fois. Avant de commencer, je prendrai quand même un petit peu de pub pour moi-même. Je suis gérant d'une société qui s'appelle Added Value Plus, qui existe depuis 2019. C'est une société qui a été constituée avec une expertise pointue dans les ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes là spécialisés dans tout ce qui est ingénierie de la rémunération et avantages sociaux, appui aux entreprises, gestion des talents, bien sûr formation et développement des compétences et tout ce qui est audit et organisation des entreprises. Donc voilà, j'ai essayé d'être bref un petit peu pour vous donner quelques informations. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un site internet sur lequel vous pouvez cliquer. Il sera disponible à la fin de la présente présentation. OK, alors si on va directement dans le vif du sujet, oui, écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons vu diverses approches qui concernent les entretiens, qui concernent le recrutement. Mais beaucoup de fois, on plante un entretien juste parce qu'on a eu une mauvaise attitude, on a eu un mauvais timing, un mauvais comportement. Ça, c'est pas parce qu'on était mauvais, hein. C'est des fois parce qu'on n'était pas préparé. Donc, c'est important. Il faut savoir que ce que le recruteur attend de vous lors d'un entretien, c'est un message, une attitude, une préparation d'entretien, une recherche d'emploi et autre temps de vie. Si je vais parler un petit peu du message, c'est comment vous vendre. C'est très important parce qu'aujourd'hui, vous allez donner un message. Vous allez vendre votre personne. Dans un entretien, vous allez dire « je suis le meilleur et c'est moi qu'il faut prendre ». Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir aussi un discours clair, simple, direct et structuré. Il faut aller, quand on donne son message, par des informations qui sont claires et qui sont succinctes. Et bien sûr, il faut montrer que vous avez des points forts. Pour votre attitude, moi je dirais, attention, il faut être détendu. Ne pas jouer un rôle. Soyez vous-même. Soyez vous-même et ayez confiance en ce que vous êtes. Vendez-le. Maintenant, je vous dirais qu'il est important de laisser la place au recruteur pour que le recruteur puisse apprécier la personne qu'il a en face de lui. Donc, il faut réellement être, on va dire, détendu et laisser la personne parler. Et surtout, sur la préparation des entretiens. N'allez pas à un entretien comme ça, avec la fleur au fusil, comme on dit. Il faut aller réellement vous vendre et montrer que vous connaissez la société. Et vous aurez des fois à vous projeter dans le poste. On verra ça un peu plus loin dans la présentation. Donc, c'est très important de connaître cet aspect-là. Et autre chose, quand on parle de recherche d'emploi, là, vous êtes réellement dans une phase où il y a une action, il y a un projet. Vous êtes dans une recherche. Vous n'allez pas à un entretien parce qu'il faut y aller. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous n'êtes pas en recherche, restez chez vous, déclinez l'offre. Des fois, on peut vous appeler pour vous proposer quelque chose et vous n'êtes pas intéressé. N'y allez pas, c'est mieux. Autre chose aussi, là, il va falloir aussi, quand je parle d'autres temps de vie, c'est comment vous parlez à vous-même et à parler à la personne qui va venir en face de vous. Donc, vous allez certainement parler des fois de sport,
de films que vous aimez voir, de vidéos, d'activités de bénévolat. Ce sont des aspects qu'il faut réellement peaufiner et aborder avec beaucoup de... Non, si vous êtes un passionné de football, parlez de votre passion, mais bien sûr, il ne faudrait pas que ce soit aussi dans un sens où ça ne parlera que de ça. Donc, si vous parlez de football, c'est que c'est bien, vous aimez le football, vous aimez le sport. Donc, si vous aimez le sport, vous aimez les activités collectives, vous avez donc, entre autres un esprit d'équipe, et bien sûr, la discussion peut en découler. Voilà un petit peu tout ce qui est de la présentation et des attentes du recruteur. Si on parlait maintenant des questions qu'il pourrait vous poser. Alors, sur ce type de questions, c'est très simple. On va vous dire, voilà, parlez-moi de vous, présentez-vous, racontez-moi votre parcours. C'est très simple. C'est la question, mais alors là, c'est la première des questions qu'on pose lors d'un entretien. Il vaut mieux répondre sans commettre d'erreur. C'est très important. La réponse que vous donnerez conditionnera le ton donné à la suite de l'entretien d'embauche. Si le recruteur a une impression positive dès le début, il cherchera à valider son opinion, mais conservera une attitude positive. Soyez concis dans votre présentation, tout en ayant un rythme dynamique afin de maintenir l'attention de votre recruteur. Entraînez-vous à vous présenter en 2 minutes, mais pas plus. Alors, vous pouvez le faire à la maison, en face d'un miroir, et vous dire, voilà, je vais me présenter en délivrant quelques messages clés, mais en 2 minutes. N'allez pas parler des 5 dernières années de votre vie en détail. Ça ne servira à rien du tout. Aussi, soignez votre élocution. Avec le stress, c'est vrai qu'un entretien, des fois, c'est stressant. Il n'est pas rare d'accélérer son débit. Des fois, on commence à paniquer un peu. Essayez de trouver un rythme ni trop rapide, ni trop lent, en prenant soin d'articuler. Maintenant, je vous dirais qu'il faut juste montrer à l'interlocuteur que vous maîtrisez votre CV. Il est inutile de le réciter par cœur. Mieux vaut sélectionner quelques points de votre CV qui sont en lien avec le poste sur lequel vous postulez et décrivez-vous. Je passerai à une autre question. Oui. Alors, pourquoi vous voulez quitter votre employeur actuel? Alors là, je vous dis et je vous le redis, ne dites jamais de mal de votre entreprise actuelle. Ça, c'est immanquable. Le recruteur va se demander qu'est-ce que vous allez dire de lui dans 2 ou 3 ans. Donc, il faut éviter de parler d'un chef tyrannique, même si c'est le cas, d'un employeur qui ne sait pas vous motiver. Orientez-vous plutôt sur un choix de carrière. Ça peut être, vous souhaitez prendre des responsabilités, mais votre entreprise, par ses capacités, ne peut pas vous les offrir. Vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de nouveaux défis et vous voulez transposer vos compétences dans un nouveau secteur. Donnez des arguments qui peuvent être constructifs et non des griefs sur le passé. Voilà, donc il faut retenir qu'il y a interdiction absolue de dénigrer son employeur. Troisième question. Pourquoi avez-vous répondu à notre annonce? Pourquoi avez-vous choisi notre entreprise? Ben oui, c'est normal. L'employeur veut toujours savoir ce qui se passe. Si vous avez répondu à cette annonce, ce n'est pas le fruit du hasard. Le recruteur cherche donc ici à connaître ce qui vous a motivé à répondre à cette annonce ou postuler pour cette entreprise en particulier. Bien entendu, vous aurez pris soin de lire l'offre d'emploi ou de stage avant l'entretien pour garder le contenu en mémoire, c'est-à-dire que vous serez cohérent avec ce que vous allez dire. Et bien sûr, vous pouvez toujours expliquer en quoi ce mémoire ou ce stage ou ce travail s'inscrit dans le cadre de votre cursus, de votre formation, de l'expérience que vous voulez acquérir. Et bien sûr, cela aussi ne fera que renforcer des compétences que vous allez avoir quand vous aurez ce poste. Autre chose, je passerai à la question suivante. Les références. Alors, là, c'est assez souvent le cas, ça peut se produire aujourd'hui. C'est que me dira votre ancien employeur si je l'appelle. Attention,
Mais alors là, pardon? Excusez-moi, monsieur Abdi, j'aurais une petite question dans ce sens, hein. Oui, Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que, laquelle? en fait, je sais bien que vous orientiez votre réponse aussi sur le fait que le candidat ait insisté que ça pourrait porter préjudice à son emploi actuel, et si le recruteur insiste justement sur cette question. Sur les références. Oui, oui, sur les références. Ça pourrait Très bien. éventuellement poser problème, Alors, surtout pour le dernier c'est employeur. ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Alors, il faut surtout, mais alors attention, de ne pas paraître gêné ou contrarié. Parce que là, le recruteur est en train de scruter. Il est en train de voir vos émotions. Si vous avez une réaction qui paraît suspecte, là, il va creuser le sujet auprès de vous et surtout, il va passer le coup de fil. Il va aller vérifier qu'est-ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé du moins avec votre employeur. Alors, vous avez deux cas de figure. Si tout s'est bien passé, vous allez mettre vos qualités et vos compétences sans en faire trop et vous allez dire, pas de problème, vous voulez appeler mon ancien employeur, allez-y. Vous pouvez même donner le contact parce que, alors, il faudrait donner, bien sûr, des références qui sont vérifiables. Si vous avez un patron, vous pouvez toujours le contacter, lui dire, écoute, voilà, tu es mon ancien patron, il y a une société qui va t'appeler et il faut juste donner le numéro de téléphone et le contact. Donc, préparez déjà ça en avant si vous avez des références qui sont vérifiables à donner. Maintenant, dans un autre cas, si l'entente n'était pas si cordiale, et voire même si vous êtes en conflit ouvert, là, à ce moment-là, il faut jouer à la transparence. Il faut expliquer au recruteur qu'il ne doit pas être surpris s'il entend telle chose sur vous et que vous estimez que c'est une allégation infondée. Ben oui, vous devez apporter des preuves que vous êtes de bonne foi et qu'il y a eu des fois des problèmes qui se sont produits, qui ont fait que, écoutez, ça peut se produire qu'on quitte un employeur en de mauvais termes, mais tout peut s'expliquer. Donc maintenant, autre chose, si on ne vous pose pas la question, ce n'est pas la peine de l'évoquer. Il ne faut pas tendre la perche aussi pour se faire taper dessus. Absolument. Voilà, très bien. On passe à une autre question? Oui. Très bien. Alors, ça, c'est la question que beaucoup de gens... Alors, il y en a qui adorent et il y en a qui redoutent. En général, c'est quoi? C'est quand on aborde le chapitre qualité et défaut. Alors, quand on parle de qualité, ça, je peux vous dire que dans ma carrière professionnelle, les gens ne sont pas avares en termes de qualité. Donc, les qualités que vous pouvez mettre en avant sur le poste que vous souhaitez exercer, il y en a plein que vous pouvez mettre. Vous pouvez être ambitieux, autonome, audacieux, calme, confiant, dévoué, direct, ordonné, original, patient, polyvalent, prudent. Si je me mets à toutes les énumérer, je pense qu'il me faudra au moins 2 heures. Par contre, le problème se posera au niveau des défauts. Beaucoup de candidats sont là pour énumérer leurs qualités, ils peuvent aller en se développant, mais dès qu'on leur parle de leurs défauts, ils sont pris d'une crise d'angoisse, ils deviennent muets, ils ne peuvent plus parler. Alors détendez-vous, il y a des défauts qui peuvent être acceptables. Quand je dis des défauts acceptables, ce sont des défauts que vous pouvez vendre comme étant des défauts, mais si vous les corrigez, par exemple, vous pouvez dire des problèmes pour déléguer, ou des excès d'autorité, ou des fois un goût un peu trop poussé pour le paraître, la timidité. Des fois, ça peut être aussi le besoin de toujours prendre du recul avant une décision. Alors, bien sûr, alors attention, sur ces défauts-là, il ne faut pas prendre des défauts comme ça systématiques. Vérifiez quand même des fois que le défaut n'est pas incompatible avec le poste que vous allez prendre. Mais imaginez-vous un responsable de la sécurité ou responsable de cellule de crise qui ne prend pas de décision rapidement, et alors vous avez dit que je prends du recul et beaucoup de recul pour prendre une décision. Ça ne fera que vous discréditer. En réalité, il s'agit de cibler vos faiblesses et de les travailler de sorte à ce qu'elles ne soient pas perçues comme telles par le recruteur. Moi, je dirais, pour répondre à la question posée, vous pouvez citer un défaut et vous expliquer en quoi vous pouvez ou vous travaillez à l'améliorer.
Et bien sûr, bon, quand on présente un défaut, c'est pas la peine de dire je suis comme ça. Il m'arrive parfois d'être ou je manque parfois de. Voilà, donc c'est un petit peu de tact qu'il faut balancer. Mais bon, je vous conseillerais sur cette question-là, moi je vous conseillerais de faire un exercice chez vous à la maison. Prenez 3 qualités et prenez 3 défauts. Travaillez-les, comprenez comment les faire. Et ensuite, le jour où vous serez en entretien, vous serez plus détendu quand la question se posera. Très, très bien. Donc, on passe à la slide suivante. Oui, très bien. Bon, alors là, on va aborder un autre chapitre qui est votre patron, des fois, ne prend jamais en compte vos idées. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, quand c'est des mises en situation, vous faites des choses, vous êtes créatif, mais bon, c'est pas toujours comme on veut. Alors, moi, je dirais, il ne faut pas partir dans un discours extrême du type mes idées sont excellentes et c'est mon patron qui est un imbécile. Excusez-moi l'expression. S'il ne m'écoute pas, c'est certainement parce que mes idées sont mauvaises. Non. Il faut commencer par vous demander déjà si vous êtes exprimé avec les bons mots. Très souvent, c'est un problème de raison de ces rejets. Des fois, ça peut être des contraintes qui s'imposent dont vous n'avez pas la conscience. Il peut y avoir des contraintes budgétaires. Il peut y avoir des contraintes de travail, d'organisation que les gens ne comprennent pas et votre patron ne va pas tout vous dire dans la vie. Il vous donnera des choses et pas autre chose. Donc, ça peut être des fois ce type de questions-là. Donc, il faut savoir un petit peu comment y aller. Alors, parmi les variantes qui pourraient se poser, par exemple, dans ce type de questions, c'est que feriez-vous si vous receviez à 18 à boucler pour le lendemain? Ou que feriez-vous si votre collaborateur refusait de suivre vos ordres? Là, l'objectif de ce type de questions, c'est observer votre réaction lors d'une mise en situation et ça sera très révélateur de votre manière d'être. Il y en a qui vont déclencher rapidement et qui vont dire oui, d'accord, je prends l'acte, ou je fais, ou je ne fais pas. Donc, c'est assez subtil, mais dites-vous bien que votre interlocuteur, donc la personne qui vous a reçu à l'entretien, est en train de vous observer et de vous analyser. Voilà. On passe à une autre question? Oui. May we continue this conversation in English? Ça, c'est l'usage de l'anglais. Aujourd'hui, c'est la tendance moderne, c'est la tendance qui se fait maintenant avec le monde que nous voyons, malgré que le monde aujourd'hui est en train de changer. Dites-vous bien que l'anglais aujourd'hui devient omniprésent partout. Donc, cette question devient régulièrement posée en entretien d'embauche. Si vous pensez avoir un niveau satisfaisant, ce qui devrait normalement être le cas si votre recruteur vous pose la question et que le poste, c'est écrit dessus, connaissance de l'anglais. L'idéal est de répondre directement à cette question en anglais. Cette question peut d'ailleurs vous être posée en anglais. Bien entendu, il faut pour cela être suffisamment préparé. Donc, si on vous pose la question, ne dites pas « I understand ». « Yes, I do ». « Yes, for sure ». Donc, voici le type de question qu'il faudrait donner. Si vous avez passé un examen certifiant à votre niveau d'anglais, tel qu'un TOEIC ou un TOEFL, précisez-le. De même, si vous avez pratiqué quotidiennement l'anglais au cours de vos expériences passées ou de vos stages, ou que vous avez réalisé un stage dans un pays anglophone, ou vous avez travaillé dans une multinationale anglophone, mentionnez-le, dites-le clairement. Il s'agit ensuite d'expliquer quoi au recruteur? Que vous savez gérer en anglais et d'un point de vue professionnel quoi? Je suis en demeure de répondre au téléphone et transmettre l'appel à un collègue. Je suis capable de lire un document et de résumer son contenu à un interlocuteur. Je sais participer à une réunion en anglais en faisant une présentation de l'auditoire. Aussi simple que ça. Je pense que les questions s'accumulent chez vous, là. Alors, justement, j'ai pas reçu de questions. Donc, pour nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'espace chat ou sur l'espace questions. Pour l'instant, je ne manipule pas très bien. Donc, bon, écoutez, on continue quand même. En fait, on continue quand même. Hein. De toute façon, s'il y a une question sur un quelconque espace, donc on aura une petite lueur rouge qui va s'allumer. Très bien. Alors,
Avez-vous une grande capacité de travail? Donc, des fois, ça peut être l'efficacité et la motivation. Alors là, a priori, la réponse, elle est oui. Il faut dire oui. Mais attention, il peut y avoir des interprétations qui peuvent être des fois bonnes ou mauvaises. Si vous restez tard le soir au bureau, ça veut dire que, un, votre extrême motivation, couplée à une grande capacité de concentration, vous permet d'en faire toujours plus. C'est bien. Ou vous n'êtes pas efficace la journée, ce qui vous oblige à rester tard pour compenser. Alors, moi, je vous dirais, renseignez-vous au préalable sur les pratiques de l'entreprise. C'est toujours bien d'avoir un contact en interne. Et dans tous les cas, vous devrez expliquer que vous privilégiez l'efficacité au présentéisme, que vous savez assumer la pression et le stress si nécessaire. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de souhaitable dans le fonctionnement normal d'une équipe, mais le moment venu, vous savez faire preuve de sang-froid et gérer le stress correctement. Très, très bien. Des fois, Alors, on passe oui, on passe à la question numéro 9. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, des fois, on vous dit, pourquoi il n'y a rien dans votre CV telle année, par exemple en 2014 ou en 2017? Ça, c'est les trous dans le CV. Alors là, il ne faut surtout pas paniquer et il faut assumer. Vous n'êtes pas toujours responsable de vos accidents de la vie. En revanche, vous êtes toujours responsable de la manière dont vous réagissez et comment vous les gérez. Alors, il ne faut pas vous centrer sur la crise, le chômage, la maladie, etc. Parlez de ce que vous avez fait pendant cette période et comment vous avez rebondi. Peut-être que cela vous a permis d'avoir du recul. Peut-être que vous êtes formé. Peut-être que vous avez rencontré du monde. Peut-être que vous avez fait du bénévolat. Peut-être des fois, c'est un choix de vie. Vous avez choisi d'élever vos enfants, un projet personnel et formation. En tout cas, utilisez cette période comme une expérience à part entière. Il faut réellement montrer que vous avez acquis quelque chose. Alors, si c'est des compétences, par exemple, vous pouvez toujours parler d'une compétence que vous avez acquis pendant telle formation, tel séminaire que vous avez fait, qui vous a ouvert l'esprit, qui vous a augmenté vos capacités d'organisation. Parce que de cette période-là, vous êtes supposé en sortir encore plus fort. Alors, un petit moment, j'ai juste perdu le partage d'écran. Oui, on était à la numéro 9, qui était mon CV. Les trous dans le CV. Et là, on passe à la question numéro 10. Alors, ce qu'on appelle communément en anglais, c'est la work and life balance. Donc, c'est la place que vous accordez à l'équilibre entre la vie professionnelle et le personnel. Alors, là, il faut dire que jusqu'où vous êtes prêt à vous engager pour ce travail. N'oubliez pas l'adage qui dit on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. C'est vrai que si vous montrez que vous avez une dévotion, alors là, mais sans limite, attention, ça peut être risqué pour vous. On pourrait des fois vous croire au mot et ça serait réellement désastreux pour vous. Alors, parce que, bien sûr, des fois, il y a des candidats qui sont très passionnés et ça peut être une inquiétude pour le recruteur et des candidats qui ne sont pas passionnés du tout et ça se verra de suite en entretien. Alors, il faut expliquer que vous êtes suffisamment bien organisé pour maintenir un équilibre de vie, que c'est important pour votre morale, que cela ne peut être que bénéfique. Il faut nuancer en précisant qu'il y a besoin d'un coup de collier des fois quand il le faut. Et moi, je dirais, vous pouvez toujours aborder, par exemple, que vous avez dans votre temps libre certaines activités. Vous pouvez en parler, mais sans trop vous étaler sur votre vie privée et montrer que vous arrivez à vous équilibrer. Très, très bien. Donc, on passe à la question numéro 11, M. Abdi, si vous permettez. Alors, bon, la projection dans le futur. Très souvent, on nous pose la question, où vous voyez-vous dans 5 ans? Ou dans 10 ans, des fois. Alors là, c'est important de se renseigner au préalable sur la culture de l'entreprise pour laquelle on postule. Si on voit que cette entreprise a un turnover important, c'est-à-dire un taux de départ assez important,
Alors, vous pouvez à ce moment-là parler de, oui, il peut y avoir un avenir, par exemple, à l'extérieur de la société dans quelques années, au bout de 5 ans. Si vous savez que le directeur général, par exemple, est arrivé comme étant un stagiaire au premier niveau et qu'il a évolué sur ce poste-là, vous pouvez axer votre réponse sur les opportunités de mobilité à l'interne que vous essayerez de saisir. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'effet requin. N'allez pas dire à votre manager que vous serez bientôt excellent à son poste à lui. C'est déjà arrivé où c'est bon, certaines personnes ont lu sur Internet qu'ils pouvaient le dire et ils vont le dire directement de but en blanc en entretien. Attention, c'est un effet qui peut vous faire peur à votre interlocuteur. Donc, prenez le soin de vous documenter avant. Très bien. Sur certains cas, on peut parler de vie personnelle. Alors, la vie personnelle, il faut savoir des fois, qu'il y a certaines questions qui se posent et d'autres qui ne se posent pas. J'irai sur certaines limites et je vais poser quand même certaines questions. Quelle est votre situation familiale? Ça, c'est une question très délicate. Surtout quand c'est le cas d'une jeune dame qui va avoir probablement des enfants. Elle est en âge d'avoir des enfants. Alors, il ne faut pas se braquer et refuser de répondre. C'est assez dangereux de le faire. Mais on peut répondre subtilement que c'est un sujet assez sensible juridiquement, mais je comprends et c'est important de l'aborder, pas de problème. Donc, vous montrez à votre interlocuteur que vous connaissez vos droits, parce qu'on rentre dans la vie privée des personnes. Et ensuite, vous pouvez changer, par exemple, vers l'importance de la vie privée et la vie professionnelle, comment est-ce que vous allez balancer. Mais n'allez pas trop dans les détails. Maintenant, si on doit réellement donner une réponse, et encore là, c'est assez compliqué, mais on peut le faire, ça serait, oui, je veux un enfant. Vous devriez, à ce moment-là, vous allez devenir un congé de maternité potentiel. Non, j'en veux pas. On risque de trouver votre choix de vie assez singulier. Vous pouvez dire aussi, rien n'est encore arrêté dans ma tête, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et vous pouvez aussi tenter un peu d'humour, du style, vous savez, j'ai déjà du mal à m'occuper d'un chien ou d'un chat ou d'un oiseau. Donc, ça peut être aussi des façons de botter en touche intelligemment. Alors, si on parle de surqualification, alors des fois, on peut avoir la question, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop qualifié pour ce poste? Ça peut arriver quand on a des seniors qui sont en train de postuler, la crise oblige des fois, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Donc, ils vont des fois tenter leur chance sur des opportunités de moindre envergure. Alors là, il faut vous dire une chose, vous postulez pour des raisons purement alimentaires. C'est une période, des fois c'est des conjonctures, ça peut être du chômage, ça peut être une crise, ça peut arriver, un accident de la vie. Donc, vous reconnaissez à ce moment-là que vos compétences sont supérieures à celles demandées, mais ces compétences seront probablement bien valorisées par la suite. Donc, vous pouvez toujours poser la question par quel serait le développement par la suite, puisque moi, je mets mes compétences à votre disposition. Il ne faut pas formuler ça comme un ultimatum du style, si vous ne me donnez pas tel poste et les responsabilités dans 2 ou 3 ans, je m'en vais. Et il faut surtout rassurer le recruteur, alors qui pourrait des fois vous scruter, mais il serait quand même content de vous prendre lui, parce que vous allez quand même avoir des compétences que vous avez données à moindre coût. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, on passe à la prochaine question. Il y a eu comme une perte de connexion. Ça va, c'est bon, ça marche? Non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Pas devenu noir chez moi. Ok. Alors là, c'est une question qui pourrait se poser, surtout aujourd'hui avec le contexte des réseaux sociaux. Alors, on peut avoir une question du type qu'est-ce que je pourrais penser de vos photos ou des événements ou des soirées que vous organisez et que vous exposez sur Internet? Très souvent, c'est les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, des gens qui mettent un peu tout et n'importe quoi. Donc, moi, je vais vous dire, le réflexe de beaucoup de recruteurs, c'est quoi?
c'est il rentre le nom du candidat dans un moteur de recherche et voir ce qui ressort. Alors là, il faut faire attention pour soigner votre e-réputation. Si vous privilégiez des contenus professionnels, pas de problème. Bon, pour tout ce qui est LinkedIn, Viadeo, donc tout ce qui est professionnel, moi je pense qu'il n'y a aucun problème, c'est très bien pour vous. Si ça sort du champ du travail, attention, ça permettrait de découvrir sous d'autres angles vos passions. Donc peut-être que ça ferait bien si par exemple vous faites du surf et que chaque week-end vous vous filmez en train de faire du surf, vous faites des vagues, pourquoi pas? C'est une activité sportive, ou du foot ou du tennis, ça dépend. Maintenant, si c'est autre chose, si le mal à ce moment-là, je pourrais dire que le mal est fait, il faut assumer. Sinon, faites le ménage. Si vous avez des photos qui ne vous plairaient pas, vous ne voudrez pas que les gens voient sur Internet, enlevez-les. Il faut les retirer, c'est tout. Voilà. Alors, deuxième question. Alors là, c'est combien de temps faudrait-il pour être opérationnel? Assez souvent, il y a des contraintes sur le poste. On voudrait bien vous voir venir rapidement. Et on voudrait bien que vous soyez opérationnel rapidement. Moi, je dirais, voilà, il faut vous appuyer sur vos expériences passées, donc ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous pouvez aussi, sur cette base-là, évaluer les difficultés qui peuvent être, par exemple, d'ordre technique, organisationnel, humain. Faire un diagnostic lucide de vos premières semaines à peu près et dire, voilà, écoutez, moi, voilà ce que je sais faire, quelles sont vos forces, quelles sont vos lacunes. Et vous pourrez même faire des propositions, dire, voilà, écoutez, si vous mettez quelqu'un avec moi en tutorat ou si j'ai une bonne intégration dès le début, je pourrais être efficace d'ici, par exemple, une période donnée que vous allez évaluer. Ça peut être en un mois, en 15 jours, ou en 3 semaines. Donc, il faut juste prendre un peu de recul pour mieux répondre. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on passe à la 16e question. Les succès. Alors là, c'est l'occasion ou jamais de vous vendre. Parlez-moi de vos succès ou réalisations dont vous êtes fiers. Là, vous avez la carte blanche pour exposer vos atouts. Alors, ça ne sera pas forcément la même fonction du poste que vous allez demander. Alors, les réalisations professionnelles et extra-professionnelles, il faudrait qu'il y ait un discours cohérent, des idées fortes. Ne remontez pas trop loin dans le passé, mais montrez ce que vous avez fait de bien. Et moi, je vous dirais, pour bien répondre, pensez à un projet particulier. Ça peut être académique, professionnel ou personnel. Ça dépend de votre degré d'expérience que vous avez géré avec succès. L'idéal est de parler d'une expérience qui montre vos capacités à entreprendre ou à gérer des situations complexes. Vous décrivez votre projet, le rôle que vous avez joué, les objectifs, les résultats que vous avez obtenus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Par contre, là, c'est le deuxième volet, parce que tout le monde sera très content de parler de ses succès. Mais quand la question viendra, parlez-moi ou quel est votre plus grand échec, ça sera une problématique un peu différente. Mais cette question, elle est quasi incontournable dans l'entretien d'embauche. Donc, on ne peut pas l'éviter, on l'aura. La majorité des gens pensent qu'ils n'ont jamais eu d'échec. Eh bien, en tout cas, c'est faux. Ou du moins, peut-être que des gens ont du mal à admettre. Et je dirais encore, c'est faux. On peut avoir des échecs dans la vie. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé à moi et je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Alors, dire que vous n'avez jamais subi d'échec montrerait que vous ne savez pas prendre du recul sur votre parcours. Et ça pourrait être interprété par le recruteur comme de la prétention. Et là, si on vous voit prétentieux, votre interview est finie. C'est mort. En fait, ce que le recruteur cherche ici, c'est quoi? C'est votre capacité à admettre certaines erreurs, à lui montrer de quelle façon vous avez su les surmonter. Alors, bien sûr, quels moyens vous avez mis en place pour ne pas reproduire ces erreurs ou les leçons que vous en avez tirées. Là, il est donc essentiel de montrer au recruteur que vous avez bien compris où vous avez échoué et que vous avez rendu plus fort. Très, très bien. Voilà. Alors, il peut y avoir une question qui sort complètement du systématique qu'on connaît tous. Ça peut être, est-ce que vous avez le sens de l'humour? Ou pouvez-vous me faire rire? Alors là, ce type de question a un seul objectif.
c'est la déstabilisation des candidats. Pourquoi? Parce qu'on vous fait une demande qui est complètement incongrue. Je veux dire, pourquoi je vais te faire rire? Alors, pour le candidat, moi, je vous dirais tout simplement, il faudrait que vous gardiez votre bonne humeur et ne pas tomber dans le schéma d'agressivité ou claquer la corde. Parce que là, c'est ce que le recruteur attend. Il est en train de vous évaluer. Donc, le plus facile, c'est simple. Prenez une blague que vous connaissez et racontez-la. Et bon, racontez-la, n'ayez pas peur de la raconter. Gardez le sourire, même si votre interlocuteur ne rigole pas, parce que des fois, on ne peut pas avoir un super sens de l'humour, mais jouez le jeu, parce que c'est très important. Vous êtes en train d'être testé, vous êtes testé et vous êtes observé. Voilà. Très bien. On passe à la prochaine. Oui. Savez-vous travailler en équipe? Là, c'est le schéma classique, donc c'est toujours le quasiment incontournable dans l'entretien. Alors, aujourd'hui, en entreprise, le travail en équipe est devenu quasiment obligatoire. Le recruteur va donc vouloir vérifier si vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe. Pour le convaincre, il va falloir lui prouver que vous aimez travailler en groupe sur un projet donné. Ça peut être des activités extra-professionnelles ou sportives que vous pouvez vendre. Que vous savez partager vos idées et faire des compromis dans certains cas. Alors, je vous conseillerais de vous appuyer sur un ou deux exemples de projets que vous avez dû réaliser en équipe. Si vous avez un tempérament de leader et que l'offre elle s'y prête, allez-y, mentionnez-le, montrez que c'est vous le capitaine d'équipe, montrez que les gens vous suivent, donc ça sera que très bon pour vous. Et bien sûr, n'oubliez pas que le travail d'équipe, c'est la qualité incontournable du cadre. Donc, si vous avez travaillé sur un projet qui vous a marqué, vous pouvez toujours raconter combien de personnes étaient en contact, quel était votre rôle, comment vous avez perçu l'expérience, quels résultats vous avez obtenus et quelles difficultés se sont posées. Voilà. Alors, on est passé à la slide suivante. Numéro 20, la date de commencement. Oui. Alors, quand êtes-vous disponible pour commencer? Alors là, c'est très simple. Cette question ne nécessite pas de préparation particulière, mais surtout, soyez honnête vis-à-vis du recruteur. Si vous avez répondu à l'annonce, c'est que les dates qui vous convenaient ou correspondaient à vos exigences. Alors, si vous êtes lié à un préavis contractuel, et très souvent c'est le cas, quelle que soit sa durée, annoncez-le tel quel. N'essayez pas de le diminuer de vous-même, ça sera très mal perçu par le recruteur. Si on vous donne 3 mois, dites que j'ai 3 mois de préavis. Et c'est le jour où on fera une offre que vous essaierez de voir si vous pouvez négocier ou non. Mais n'essayez pas de négocier de votre propre chef directement. Oui, j'ai 3 mois. Ah, écoutez, dans une semaine, je peux être chez vous. Ça, c'est très mauvais parce que ça peut être très mal perçu par le recruteur. On passe à la slide suivante. Ponctualité. Êtes-vous ponctuel? Alors là, bien sûr. Oui, il faut toujours répondre oui. Maintenant, ça serait difficile si vous êtes justement arrivé en retard à l'entretien. Alors là, il faut réellement avoir une excuse qui tienne la route et pas seulement un manque d'organisation. Donc, je n'irai pas plus dans le détail. Je pense que si vous êtes en retard, vous devez déjà l'assumer. Si vous étiez dans les temps, et là, vous répondez bien sûr oui, vous pouvez toujours dire que vous avez aussi, d'ailleurs, parfaitement conscience de l'importance des délais dans le poste que vous souhaitez avoir et que vous êtes quelqu'un d'organisé et que vous privilégiez tout ce qui est outils d'organisation et de gestion du temps. Ça sera un plus pour vous. Par contre, ce qui peut déjà arriver aussi, c'est que si votre interlocuteur est arrivé en retard, surtout, évitez de pointer le fait qu'il a été en retard. N'oubliez pas que c'est lui qui vous fait conduire l'entretien et non pas l'inverse. Très bien. Alors pourquoi vous et oui. Généralement, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter plus? C'est une question typique de l'entretien d'embauche. Alors, le recruteur cherche à savoir de vous investir dans l'entreprise et la valeur ajoutée que vous allez apporter par rapport aux autres candidats.
Bah oui, c'est vous le meilleur. Votre interlocuteur, il est tout sourire, détendu, plaisante avec vous. Vous dites que les choses sont bien engagées. Ne relâchez pas la pression. Restez sur vos gardes. N'oubliez pas, un entretien, c'est un exercice professionnel, ce n'est pas une conversation autour d'un café. Donc là, il s'agit donc de préciser au recruteur quelles compétences ou qualités spécifiques vous possédez pour faire la différence, tout en veillant à ce que ces éléments soient compatibles avec le poste convoité. Résumez ce que vous avez dit durant l'entretien et revenez encore sur vos arguments, vos points forts, votre potentiel qui sont l'adéquation avec les besoins du poste. Et si vous possédez une connaissance d'un produit, d'une technologie, de l'excellente maîtrise d'une langue ou de certains logiciels, ou si vous avez mis une expérience, une méthode de travail, par exemple, qui est superbement efficace, précisez-le. Montrez que c'est vous le meilleur incontournable que personne ne peut prendre. Il n'y a que vous qui pourrez faire ça. Vous pouvez aussi parler de vos qualités humaines, bonne ouverture d'esprit, tempérament du leader, esprit d'initiative, créativité, tout en gardant à l'esprit que votre but doit être globalement d'apporter des solutions ou un nouveau point de vue pour améliorer l'activité actuelle de l'entreprise. Maintenant, ça, c'est dans le meilleur des mondes, sachez-vous vendre encore plus et montrer que c'est vous la personne incontournable pour ce poste. Voilà. Très bien. Alors, il peut y avoir aussi des questions qui sont que savez-vous de notre entreprise ou connaissez-vous notre entreprise? Ça, c'est la connaissance de l'employeur. Là, Google existe, Internet existe. Allez sur un moteur de recherche et en préparant votre entretien, comme j'ai dit au début, allez chercher le nom de l'entreprise, le groupe, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les principaux produits, les gammes de produits, la taille du marché, chiffre d'affaires, les effectifs, valeurs, culture, ça c'est très important, la culture d'entreprise, les méthodes de management, l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé récemment, ou est-ce qu'il y a eu une histoire qui s'est produite avant. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'interlocuteur qui va venir, votre recruteur, va chercher à savoir si vous avez déjà eu une documentation préalable. Et comme vous êtes quelqu'un qui sait se vendre, je pense que vous allez le faire. Très bien. Donc on passe à la question 24. Alors là, très souvent, donc, c'est quels sont vos centres d'intérêt, quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions. Alors là, c'est une question qui vous ouvre la tribune, qui permet de vous exprimer sur la dernière rubrique de votre CV, celle dans laquelle les recruteurs ont l'habitude de voir du tout et n'importe quoi. Donc, ça peut être pratique du hockey sur glace, ça peut être musique, ça peut être dessin artistique, plein de choses. Alors là, c'est là que vous allez devoir mentionner vos passions et loisirs. Bien sûr, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va faire ressortir vos qualités. Alors, bien sûr, celles qui sont en rapport avec le poste désiré. Il faut donc vous arriver à déterminer quelles sont vos qualités nécessaires pour exercer le poste. Si le poste nécessite de travailler en équipe ou en solitaire, ça peut être deux choses différentes. Maintenant, je vais parler de pratique d'un sport collectif, par exemple. Le football, le volleyball, le basketball. Ces trois sports là qui sont les plus communs. Le fait que vous participez à des tournois peut montrer votre sens du challenge. Le fait que vous appréciez particulièrement la photographie, par exemple, je parle d'autre chose, hein, ça peut être aussi le fait que vous adorez la nature, que vous êtes créatif. Donc, ça peut montrer, donc, travail. Alors, sport collectif veut dire travail d'équipe. Gérer une équipe veut dire leader. Faire de la photo veut dire créativité. Faire du montage aussi, c'est de la créativité. Donc, plein de choses peuvent sortir de ce que vous faites dans la vie. Très bien. Et on passe à la 25e question, qui sont « Avez-vous des questions ?» Très souvent, c'est le cas. Alors, cette question, elle est très, très couramment posée en fin d'entretien. Pour montrer alors votre intérêt vis-à-vis du poste, il est important de répondre positivement à cette question. Donc, ce serait bien de dire oui, il y a des questions. Donc, avant ou pendant l'entretien,
vous devez donc réfléchir à quelques questions que vous souhaitez poser à votre interlocuteur à l'issue de l'entretien. Bien sûr, il ne s'agit pas de poser 50 questions, 2 ou 3 questions feraient l'affaire. Donc, ça peut être des questions du type « Comment est composée l'équipe ? Y a-t-il un code vestimentaire à adopter ?» Alors, ça, c'est surtout dans les banques. À qui le poste est-il rattaché? Quels sont les objectifs du poste et les moyens mis à disposition? Quels sont les grands projets qui sont en cours au sein de l'entreprise? Quelle est la dette de début du poste, par exemple? Maintenant, si vous voyez que ces sujets-là ont été déjà abordés, que vous n'allez pas répéter quelque chose d'autre, vous pouvez toujours poser des questions du style « Quelles sont les prochaines étapes ?» ou « Où en êtes-vous dans le processus de recrutement ?» Ce sont 2 questions qui feront que votre interlocuteur sait qu'il y a de l'intérêt et qu'il va encore enchaîner sur d'autres réponses. Cette fois-ci, c'est à vous de poser les questions, c'est plus à lui. Voilà en termes de questions un petit peu ce qui se pose. Il y a aussi autre chose que je voulais aborder à la fin. Donc, c'est d'autres types de questions. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser aussi, donc qui comptent le plus dans votre vie, par exemple. Ou comment gérez-vous le stress au travail? Ou quel salaire demandez-vous? Alors, sur ce type de questions-là, je ne vais pas trop m'étaler, mais il est toujours important, quand on parle de l'importance, ce qui compte le plus dans la vie, ça peut être toujours les valeurs humaines, ça peut être rattaché à des valeurs ou un certain sens de l'éthique, fera de vous quelqu'un qui est fort. Le stress au travail, donc, vous pouvez toujours répondre par je le gère en faisant du sport à côté, par exemple. Ça permet de déstresser. Quel salaire demandez-vous? Alors là, c'est vous répondez une question. Donc, ne posez pas la question. Très important. Donc, ça se pose aussi. Et répondez clairement. Donc, dites voilà est mon salaire est de temps. J'aurais bien voulu avoir tel salaire. Bien sûr, quand vous demandez un salaire, soyez raisonnable. N'allez pas demander 50% de plus ou 100% de plus. Il faut être cohérent dans votre démarche aussi. Par contre, il y a des questions qui ne devraient pas se poser. Du moins, normalement, elles ne devraient pas se poser. Parce que ce sont des questions qui sont indiscrètes et qui touchent des fois à la personne elle-même, donc à la vie privée. Avez-vous des enfants? Si vous ne l'avez pas dit, c'est pas la peine, votre interlocuteur ne devrait pas poser la question. Ou envisagez-vous d'avoir des enfants? Ou quelle est votre situation familiale? Je l'ai déjà posé avant, ça ne devrait pas se dire. Autre chose, quelle est la profession de votre conjoint? Ça, ce sont des questions qui ne se posent pas. Maintenant, moi, sur la dernière question, je préférerais jouer carte sur table et franc jeu. Si vous postulez à un poste dans une entreprise et que votre conjoint travaille chez le concurrent direct, je vous conseillerais de le déclarer dès le début de l'entretien. Bonjour, voilà, écoutez, avant de commencer l'entretien, mon conjoint travaille chez votre concurrent direct et il a tel poste. Est-ce que cela vous pose un problème? Dès le début. Si le recruteur est d'accord avec cette question-là, il va vous dire non, oui, ça nous pose un problème. Et vous arrêterez dès le début de l'entretien. S'il vous dit non, il n'y a pas de problème, au contraire, le recruteur va apprécier cette honnêteté qui vient de votre part. Parce que vous avez été honnête, vous avez déclaré un potentiel conflit d'intérêts. Tout à fait. Voilà. J'ai terminé sur la présentation. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, bienvenue. Si vous avez des questions par la suite, vous avez une adresse mail à laquelle vous pouvez vous adresser. Je pourrais vous répondre individuellement. Donc, laissez les gens prendre note s'ils le veulent. Donc, c'est une adresse mail générique de notre site Internet. Et là, je vais voir un petit peu les questions qui ont été posées. Très bien. Alors, en fait, il y en a eu. Il y a eu beaucoup de questions. Oui, ça a commencé timidement, mais une fois que ça s'est lancé, il y a eu beaucoup de questions. Alors, en fait, j'aurais quand même une petite question. On appelle ce type de questions posées en entretien questions pièges. Mais en fait, comment faire pour aborder ce type de questions positivement? Comment ne pas les percevoir justement comme questions pièges, mais comment les percevoir comme étant une opportunité pour nous? C'est vrai qu'on parle de questions pièges,
Parce qu'en général, on n'est pas préparé à ce type de questions. Tout à Mais fait. comme je l'ai mentionné dès le début, il faut préparer votre entretien. Préparer l'entretien. Quand vous Mhm. allez dans un entretien, que vous allez rencontrer un recruteur, il faut aller dans un contexte où vous allez dans un milieu qui n'est pas hostile. C'est un milieu que vous connaissez déjà. Le fait de connaître Mhm. l'entreprise, le fait de connaître les valeurs, les effectifs, bien sûr, vous renseigner un peu sur l'ambiance à l'intérieur, fera que vous pourrez répondre à ces questions beaucoup plus facilement et que vous ne les jugerez plus comme pièges, mais comme des questions courantes. Dans ce type de questions que Mhm. nous avons abordées, il y a eu ces 25 questions, ce sont des questions qui découlent du bon sens en réalité. Mhm. Si quelqu'un Oui. se connaît lui-même, parce que n'oubliez pas une chose, que quand vous allez dans un entretien de recrutement, vous allez vous vendre vous-même. Donc, soyez conscient de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Si vous mentez, le Mhm. recruteur le comprendra de suite et vous ne faites que vous discréditer et vous êtes de facto disqualifié et ça vient de votre part, pas de la part du recruteur. Mhm. Très, très bien, très, très bien. Et aussi, est-ce que toutes Mhm. ces questions peuvent être toutes justement posées lors d'un même entretien ou bien en fait, comment fait le recruteur pour choisir Alors ces là, ça questions-là? dépend du profil. Là, j'ai choisi 25 questions. J'aurais pu en choisir 30, comme j'aurais pu en choisir 40. Tout dépend de la durée de l'entretien et de la Mhm. population que vous allez voir. Alors maintenant, ce type de questions revient très souvent en entretien. Je dirais que certaines questions qui peuvent être des fois loufoques, comme la question par exemple sur l'humour ou la ponctualité, des fois l'interlocuteur, du moins votre recruteur, ne va pas aller vous piéger en vous posant allez, faites-moi rire. Des fois, ça dépend s'il a le temps ou s'il n'a pas le Mhm. temps. Donc, en général, un entretien dure entre 45 minutes et 1 heure, selon la population, on va dire, qui passe l'entretien. Donc, ça peut être cadre, ça peut être manager senior. Très souvent, on va parler du CV, on va parler des expériences vécues. Et poser 25 ou 30 questions me paraît assez compliqué des fois parce que, surtout quand il y a des réponses qui sont assez Oui. complexes. Quand on vous parle d'un vécu, d'une vie, à ce moment-là, il faudrait 3 heures pour un entretien et ce n'est pas le but du jeu. Effectivement, effectivement. Et aussi, en fait, comment font en fait les recruteurs pour sélectionner justement ces questions-là? Est-ce que c'est sur la base du CV? Est-ce que c'est selon le déroulement de l'entretien? Donc, comment se fait le choix de ces Alors là, questions justement? il y a deux approches. Il y a des sociétés qui ont standardisé leur guide Mhm, d'entretien. Donc, mhm, certaines sociétés vous donnent un guide d'entretien composé en général de entre 12 et 15 questions. Voici les questions à poser. Et dès le début, même certaines sociétés ont développé des guides d'entretien avec des réponses ciblées. Donc, ce qui veut dire, selon la réponse de l'entretien, la mhm. personne va dire un plus ou un moins avec un score à la fin. Bon, c'est un peu logique et ça obéit aussi des fois à une logique mathématique, Oui, mais qui n'est pas forcément mauvaise si on sait la pondérer. Donc, si la personne qui utilise ce guide d'entretien sait l'utiliser correctement. D'autres recruteurs vont avoir leur propre sauce, qui veut dire leur propre question type. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des questions qui reviendront très souvent. Par exemple, ça peut être les mhm. qualités, les défauts, ça peut être les références, le pourquoi du choix. Ça peut être aussi comment dire, les échecs ainsi que les réussites. Donc ça, c'est des types de questions qui reviennent très souvent. Donc vous les trouverez dans la plupart des guides de recrutement ou des questions posées par le recruteur. Très, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mhm. Monsieur Abou, je vous propose de passer aux questions des Oui, participants. alors je vais commencer à dérouler. Euh, Ok, très bien. Donc là, je vous propose d'aller sur la partie questions et d'aller tout à fait en bas. Je pense que la première question est Oui. de Monsieur Ben Syed El Afir Alors Moursi. bonjour à tous. Alors, alors, Vous êtes bien sur l'onglet questions, Monsieur Abdi. euh, j'ai-
Vous avez dit Ben Issad, Rafiq Mourfi, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. سؤال يطرح على مثل أنا في ميدان المحاسبة. سؤال الذي يطرح علينا: كيف يمكنك مساعدتنا في قسم المالية وما هي الإضافات التي ستقدمها لنا؟ D'accord. Alors, monsieur Rafiq Mourfi, باش نجاوبك على السؤال تاعك بيسكو راك طرحته باللغة العربية نجاوبك. راهي السؤال تاعك يعني واش رايح تجيب زيادة في الاختصاص تاعك اللي هو المالية والمحاسبة. هي شوف واش عندك من مؤهلات، وشوف واش عندك من طاقة وطاقة ديناميكية على كل حال باش تبين بلي أنت عندك مثلا خبرة في مجالات اللي ما عندهاش واحد آخرين. لازمك تجبد الامتيازات اللي عندك في الخبرة اللي عندك. مثلا تعرف ما نعرفوش بالعربية البلان كونطاب ناسيونال، تعرفوا مليح. عندك خبرة مثلا في المراجعة لوديت، هذه لازمك تبينها، توريها بلي انت عندك هذه المؤهلات ولا مارستها من قبل باش تقدر توريها يستطلع عليها المستخدم اللي يقدر ياخذك ان شاء الله في لونتروتيان هذا. Je pense que j'ai répondu à la question. Allô? Nous avons perdu madame, mais c'est pas grave, je terminerai avec les autres questions. Alors, Denis Sadra, oui, donc ça y est, je pense que nous avons répondu. Aussi, ils nous sortent souvent la question pourquoi nous. Je pense que j'ai déjà répondu à la question, donc ça a été déjà étalé. Quelle est votre fourchette de rémunération? Ah, si c'est une question, alors la fourchette de rémunération. Moi, je dirais, si la question elle est bien posée, donc à M. Miloud Slam, prenez votre rémunération actuelle et vous devez la négocier entre 10 et 15%. Pas plus que là. Parce qu'autrement, ça paraîtrait comme un peu prétentieux que vous venez montrer que vous voulez 20% de plus ou 25% de plus. Encore des fois, ça pourrait se produire quand il s'agit d'une compétence qui est demandée et qui n'est pas trouvable facilement sur le marché. Après, c'est à vous de montrer vos compétences. Nihad Bouchmel, alors comment répondre à la question concernant le salaire? Je pense que c'est ce que j'ai répondu maintenant à M. Miloud Selam. Alors, concernant le salaire, je pense qu'il faut vendre ce que vous avez aujourd'hui. Donc, si vous avez une rémunération aujourd'hui, vous pouvez toujours demander équivalent ou plus 10 ou 15%, mais pas plus que ça pour ne pas paraître trop prétentieux dans votre demande. Alors, Monsieur Fouzi Tarek, la question c'est pourquoi changer de travail? Est-ce que je peux répondre pour une meilleure rémunération? Oui, pourquoi pas. Si vous pensez que le nouvel employeur potentiel peut vous offrir plus, vous pouvez toujours dire oui, je voudrais bien améliorer mes conditions de vie et ne pas axer seulement sur la rémunération, mais disant que je serai motivé de rejoindre votre société parce que vous offrez un cadre de travail agréable. Notamment, vous avez aussi de bonnes conditions de travail comme le salaire, mais ne pas axer seulement sur la rémunération. Salaire motivant, je n'arrive pas à vous suivre, désolé. Sabrine Reguieg, quand on est débutant, sans expérience, comment se démontrer et comment montrer qu'on veut bien commencer à partir de cette entreprise? Alors là, c'est très simple. Comme je l'ai dit au début, montrez votre dynamisme. Montrez que vous êtes la personne qui a plein de qualités. Alors, quand vous êtes débutant et sans expérience, vous avez ce qu'on appelle du potentiel. Vous n'avez pas de l'expérience, mais vous avez du potentiel. Montrez que vous avez du potentiel.
montrer que vous êtes la personne incontournable pour ce travail et non pas quelqu'un d'autre. Donc, il suffit de vendre vos qualités. Si vous faites du sport, dites-le. Si vous faites jouer de la musique, de l'instrument, dites-le. Si vous avez des passions, dites-les. Parce que ça vous fera distraire de la masse qui ne fait rien du tout de sa vie, peut-être. Donc, c'est à vous de voir comment vous vendre et comment montrer que vous êtes la personne incontournable sur ce poste. J'espère vous avoir répondu. Très bien. Rebonjour, Oui, monsieur alors, Abdi. pour vous J'ai dire, réussi à me je vous ai reconnecter. perdu, c'est vrai. Donc, à l'époque où on parlait de monsieur Benissad Rafiq Mourfi, donc j'ai répondu à sa question. J'ai enchaîné sur la question de Oui, monsieur Sid Ahmed Laïchaoui. très Donc, bien. il nous pose souvent la question le pourquoi vous. Ensuite, monsieur Miloud Selam, quelle est Très, votre très bien. fourchette de rémunération? Et Mhm. en même temps, il y avait Nihad Bouchmel, comment répondre à la question concernant le salaire. Donc, c'est la même réponse pour les deux pratiquement. J'ai répondu aussi à la question de M. Oui, Fouzi Tarek, donc à la question pourquoi changer de travail. Est-ce que je peux répondre pour une meilleure rémunération? Et voilà. Donc, très j'ai bien. passé ensuite, on est passé sur Reda Laïp. Oui, ah voilà. Très Et je bien, très répondais bien. maintenant, pendant que vous vous connectez, à Madame Sabrine Reguic, qui est débutante, sans expérience. Donc, je lui ai montré que, j'expliquais qu'on Mhm. peut peut-être ne pas avoir d'expérience, mais on peut montrer qu'on a du potentiel. Voilà. Donc, OK. Très, très bien. Kamel Très, très Edir, bien. Alors, oui. là, je vous proposais en fait de… Oui, il a posé en fait Oh, enfin, une remarque. Hein. Ça se passe, on sait comment ça se passe dans les entretiens. Dans la plupart des cas, l'heureux élu est connu bien avant ça, c'est l'entretien. Kamel Edir qui le dit ou là, c'est vous, là, je n'ai pas compris. Nous, on conclut. D'accord. Non, non, c'est Kamel Ça, Idir c'est qui du le grand dit. Hein. Je suis en classique. train de vous Ouais. énoncer sa remarque. Donc là, voilà, donc là, en fait, je voulais avoir justement votre commentaire par rapport à ça, vous qui avez exercé la fonction de DRH pendant de très longues années. Est-ce que vous Alors pouvez nous écoutez, dire si c'est vrai? alors moi je vais vous parler clairement. Moi, mon expérience, sur mes 20 ans d'expérience, j'en ai 17 Oui. performances. Je ne sais pas si je dois répéter ce que j'ai dit là. Oui. Non, 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 Je sais pas. je vous ai entendu, je pense. Je ne sais pas si nous. Donc je Je reviens. pense, Donc, il y a des mon coupures, je pense. expérience en majorité dans des multinationales dans les fonctions RH, comme j'ai 17 ans en tant que DRH dans des multinationales. Les multinationales ne font pas dans le social, elles cherchent la compétence et la performance. Donc, quand on recrute quelqu'un, on a besoin de quelqu'un Mhm. pour remplir le poste. Parce qu'il faut se dire qu'en étant logique, et vu que c'est une entreprise qui a une logique économique, ils auront besoin de personnes qui feront réellement le travail. Donc, jusqu'à maintenant, moi, quand j'ai toujours recruté Oui. sur la base de qualification pour qu'il y ait de la performance par la suite. Parce qu'autrement, si la personne n'est pas performante, au bout de quelques temps, avant la fin de la période d'essai, on va bien me demander de la remplacer. Et c'est aussi une autre opération compliquée. Recruter le même poste 2 fois dans la même année, c'est assez compliqué. Et nous avons d'autres choses à faire des fois. Alors moi, je vous dirais, sur mon appréciation personnelle, ça ne sert à rien de jouer ce jeu-là, de montrer qu'on veut recruter des gens sur base de compétences et de recruter des personnes sur la base d'acquaintances ou de connaissances. Cela ne fera que appauvrir et amoindrir les capacités d'une entreprise, surtout si elle a une vocation économique avant tout. Vous m'avez là? Allô, allô? Bon, il y a un blanc, je ne sais pas, je pense que c'est vous qui êtes déconnecté. Monsieur Kalimedir, c'est bien ça, donc je l'ai perdu, je pense.
Euh, Même la question a disparu. Bon, je voudrais quand même terminer avec les autres questions qui se posaient. Est-ce que vous recevez en ce moment, Oui, monsieur moi, Adi? je vous reçois, mais Vous avez perdu. Je peux, je peux non, la continuer à personne, vous. la personne qui posait la question n'est plus son nom. Je ne sais pas, est-ce que ça C'est, disparaît progressivement? non, 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 ça disparaît pas progressivement. En fait, au fil qu'il y a d'autres questions qui s'affichent, en fait, D'accord. ça redescend. Voilà. Donc, si vous souhaitez, je peux vous énoncer les autres questions. Bon, alors là, je reviens donc sur. Je, je suis remonté en haut. Ah voilà, Voilà. Kamel Idir. Donc, bah, écoutez, voilà, j'ai répondu. Donc, moi, j'ai dit de toute façon, quand on travaille dans une multinationale, on ne peut pas réfléchir comme étant quelqu'un qui va choisir ses copains avant tout. Donc, je le dis clairement. Il y a une raison économique. Si on prend un copain, très souvent, ça peut être très dangereux parce que la personne n'est pas forcément efficace. Et si elle n'est pas efficace, elle devra être remplacée d'ici un moment. Donc, nous, au niveau des RH, on ne peut pas se permettre de prendre des gens dans ces conditions-là. Nous devons prendre des gens sur la base de compétences et de performances. S'il n'y a pas ça, n'oubliez pas que la vocation de la société, c'est de faire de l'argent. C'est économique avant tout. Donc, ils doivent faire du business. S'il n'y a pas la compétence, on ne pourra pas faire du business. Maintenant, c'est vrai que c'est une pratique qui est répandue dans le marché. Il y a des accointances dans les recrutements. Oui, ça, je le sais, et tout le monde le sait. Maintenant, soit on est professionnel, soit on ne l'est pas. Et moi, je ne critique personne. Effectivement, hein, donc, je pense que c'est plutôt, enfin, la plupart des gens qui recommandent leurs connaissances sont vigilantes deux fois plus par rapport au recrutement classique, je pense. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on irait proposer une personne si elle n'est pas conforme et si elle ne répond pas aux exigences du poste. C'est un risque à prendre, Voilà, effectivement. Effectivement. tout à Voilà. fait. Donc là, OK. je vous propose de passer à la question de Zekia Rahmani, qui dit quelle opinion Euh, peut c'est- avoir le recruteur si on s'abstient de répondre à certaines questions, notamment concernant la vie personnelle? alors, mais il faut souligner, moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même souligner que c'est personnel. Alors, ça dépend quand on parle de vie personnelle, comme est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez envisagé d'avoir des enfants? Mhm. Ce sont des questions qui ne se posent pas normalement. Mais il peut y avoir des fois des gens qui vont les poser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même être subtil. Il faut savoir le dire clairement, dire écoutez, bon, c'est vrai que c'est personnel. Je comprends que peut-être que. Alors, si c'est pour un. Excusez-moi, si c'est pour un poste de réceptionniste, on vous demande si vous êtes marié. Qu'est-ce que ça regarde l'employeur si vous êtes marié ou non? Ou si vous avez des enfants ou non? Votre travail est de telle heure à telle heure à réceptionner les gens. Pourquoi? Donc, ça commence à être un peu. Il y a certains employeurs qui vont, du moins certains recruteurs vont abuser de leur position en tant que recruteur pour poser des questions. Vous avez le droit de dire c'est personnel, je ne vois pas pourquoi je vous répondrai. Notamment, je peux vous répondre, malgré que juridiquement c'est un peu attaquable. Même le recruteur va comprendre que vous connaissez vos droits et ne va pas vous attaquer plus encore. Effectivement, hein. En fait, moi, je dis toujours qu'il faudrait se positionner peut-être d'égal à égal avec le recruteur Tout et à fait. qu'il ne devrait pas y avoir de dépassement, que ce soit de la part du recruteur ou que ce soit de la part du candidat. Et dites-vous bien une chose, le recruteur a intérêt à recruter Mhm. et ne pas perdre son temps en entretien pour ne rien recruter. Absolument. Donc, vu qu'il y a un intérêt, donc lui, il a aussi tout intérêt à prendre les bonnes personnes. Il n'est pas là pour vous mener la vie dure. Voilà ce que je Oui. dirais. Alors là, je passerai ensuite à la question de Mohamed Sherif Rassoul. Comment expliquer un vide dans un CV, donc quelques années d'inactivité? Donc moi, je pense que le sens de sa question, c'est comment en fait essayer de tourner positivement ce vide. Oui.
Bah, comme j'en ai parlé tout à l'heure, bah, écoutez, il ne faut pas paniquer, il faut assumer. Ça peut se produire, donc ça peut être. Vous savez, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des accidents dans la vie, et ça ne veut pas dire qu'on est responsable, hein. On peut avoir des affaires familiales à gérer, on peut avoir des choses. Alors là, il faut dire, bah, écoutez, c'est une expérience qui n'est pas dans mon CV, oui. Pendant les quelques années, j'ai fait du bénévolat ou je suis parti faire le tour du monde pour m'enrichir de nouvelles connaissances. Ça peut être le cas aussi, hein. Ou j'ai fait une formation de ceci, cela. J'ai appris à faire de la maçonnerie. Je dis n'importe quoi, c'est vrai, mais c'est juste pour montrer que pendant les 5 ans, on n'est pas resté sans rien faire et qu'on s'est enrichi intellectuellement ou d'une manière à montrer que c'est pas parce que 5 ans je n'ai pas travaillé que 5 ans j'ai rien fait de ma vie. Effectivement, effectivement. Donc là, je Voilà. reviendrai aussi à la question de Emin Rouchiche. Comment un jeune chef d'entreprise, hein, donc il a précisé son âge, 32 ans, peut-il réussir un entretien d'embauche dans le cas où il fait un changement de carrière? Donc, s'il passe de l'entrepreneuriat au salariat. Donc, si je comprends bien, donc l'interlocuteur, donc la personne qui pose la question euh, est chef d'entreprise et voudrait Tout redevenir à fait, oui, salarié. tout à fait. Donc, en fait, Il n'y a aucun oui. problème. Donc, en fait, il voudrait savoir comment réussir son entretien d'embauche et comment mettre justement en valeur son expérience d'entrepreneuriat et comment est-ce qu'il pourrait réussir en fait son entretien dans le cadre d'un entretien pour un poste de salarié. C'est un choix. C'est un choix qui est fait et je comprends que ce choix-là, des fois, est difficile à assumer. Donc, ça peut arriver. Moi, j'ai fait l'inverse, hein. J'étais salarié, maintenant je suis chef d'entreprise. Donc, c'est aussi un choix que j'ai fait. Moi, je dirais, il faut montrer ce qui a été capitalisé dans la période Mhm. d'entrepreneuriat. Montrer la capitalisation veut dire ce qui a été appris, ce qui a été géré. Donc, il a certainement géré des projets, il a fait des tentatives. Bon, des fois, quand on s'en lance dans l'entrepreneuriat on va dire quoi, à 32 ans, on n'a pas le même recul que quelqu'un qui a 40 ans ou Mhm. 50 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Donc, il y a du potentiel, mais des fois, le marché ne répond pas favorablement. Donc, il faut montrer qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises, que vous avez fait plein de choses sur ces dernières années. Donc, j'imagine que vous avez eu une période où vous avez fini vos études et vous avez monté votre entreprise et qu'au bout d'un certain moment, vous vous dites que peut-être que c'est plus simple d'avoir un salaire qui tombe chaque mois que d'attendre à la fin de l'année pour avoir un chiffre d'affaires qui peut-être ne répondrait pas à vos Mhm. attentes. Donc, il faut vous dire que vous avez tenté une expérience, que vous êtes encore plus enrichi qu'avant et que maintenant, vous vous mettez ces compétences et ces expériences à disposition d'un nouvel employeur. Très, Voilà ce que très je bien, dirais. très, très bien. Donc là, on a aussi une question de Kerima. Comment démontrer aux recruteurs qu'on est le profil idéal alors que dans notre précédente expérience, on n'est pas parvenu à effectuer beaucoup de réalisations. Elle a mis en parenthèse pour des raisons internes qui nous échappent. Ok. Si je comprends bien, donc on est dans un schéma qu'on a déjà abordé. Donc, il n'y a pas eu de possibilité de briller dans votre entreprise et qu'aujourd'hui, vous souhaitez briller ailleurs. Ben, écoutez, des fois, il y a un manque d'opportunités là où vous êtes aujourd'hui. Vous pensez que votre potentiel ne peut pas être développé et ne peut pas être, vous ne pouvez pas briller à 100% là où vous êtes et que vous pensez avoir le potentiel qu'il faut pour le vendre ailleurs. Donc, il faudrait aller dans ce sens-là, dire que voilà, aujourd'hui, j'aurais pu faire plus que ça. J'ai pas eu les bonnes opportunités. Attention à ne pas critiquer votre Mhm. patron, donc surtout ne pas dénigrer, et que vous pensez que la société dans laquelle vous postulez est la société qui vous donnera ces opportunités pour montrer votre réel potentiel et vos réalisations que vous pouvez Très, donner. très bien, très, très bien. Donc là aussi, j'ai une question de Monsieur Abdel Selmi. Mhm. Est-ce que le profil atypique est recherché dans l'entreprise algérienne? Quand on parle du profil atypique, Profil atypique, c'est-à-dire une personne qui a plusieurs expériences dans différents domaines. Donc, est-ce que, est-ce que ces profils-là sont bien perçus? Est-ce qu'ils sont recherchés? Comment est-ce qu'ils sont perçus quand ils je vous ai perdu.
Bon, je vais tenter de répondre au profil atypique. Donc, selon ma compréhension, on peut avoir un diplôme dans une spécialité et travailler dans une autre. Est-ce que c'est bien ma Alors, est-ce que compréhension? vous me recevez là, Monsieur Abdi? Très, Oui, je très vous bien. reçois, je Donc, vous en fait, reçois. c'est une personne Donc, soit qui a un diplôme dans un certain domaine et c'est ce qui que j'ai travaille dans compris. un certain domaine. Et on parle aussi de Oui, profil atypique dans le sens où la personne a exercé différentes fonctions dans différents domaines. d'accord. Et là, Est-ce que c'est un profil qui est recherché? si je... Est-ce que on a tendance à voir d'un mauvais œil ce type de profil? Donc, je pense que c'est OK. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, ce profil, ce cas de figure, j'en suis un exemple. J'en suis un exemple. Si vous voyez juste derrière, comme ça, donc là, vous voyez un diplôme dans les ressources Mhm. humaines. Et là, vous voyez un autre diplôme qui est un diplôme d'ingénieur à d'État. Donc, ma carrière n'a pas commencé dans les ressources humaines automatiquement. Je n'ai pas fait un diplôme dans les ressources humaines dès le début. Je suis un polytechnicien, j'ai fait l'École nationale polytechnique, j'en suis ingénieur et j'ai fait par la suite un diplôme de master en management des ressources humaines. Alors, ça m'a permis, d'avoir une capacité d'analyse en tant qu'ingénieur et par la suite, avec la compréhension et le métier des ressources humaines, ça m'a permis d'exceller dans le domaine des ressources humaines, du moins, je l'espère. Et donc, le profil atypique, au contraire, n'est pas un profil qui est rejeté. Au contraire, des fois, il est recherché. Et je ne suis pas l'unique cas, hein. J'ai vu des médecins devenir des RH. J'ai vu des interprètes devenir des RH. J'ai vu des RH devenir chefs d'entreprise. J'ai vu des informaticiens devenir chefs d'entreprise. Alors, quand on dit informaticien devenir chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que dans une entreprise d'informatique. Oui. Ça peut être dans une entreprise à vocation économique, mais c'était un informaticien à la base. Donc, l'important n'est pas le profil atypique, l'important, c'est ce que vous pouvez mettre sur la table. Les anglo-saxons aujourd'hui ont cette approche-là. Ils vous diront, OK, vos diplômes, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous savez faire? Oui. Et c'est ce qui sera jugé. Très, très bien, très, très bien. Alors, en fait, j'ai une question de Sabrine Arguinic. Je ne sais pas si vous y avez. Déconnexion Ah, encore. alors, Euh, je, je vous ai perdu, mais bon, est-ce que vous me recevez là, Monsieur Abdi? Très oui, bien. je vous reçois. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, oui, j'ai entendu. En fait, vous me perdez, mais moi, je suis parfaitement ce que. D'accord, mais là, je vous ai perdu. Bon, c'est pas un problème. Euh, Allez dans l'onglet questions. Donc, Alors, donc là, oui, d'accord. Monsieur Abdi, je pense que nous Donc, avons fait le tour des questions. Euh, En fait, ouais. je vous laisse le mot de la fin. Donc, je vous remercie déjà pour tout le temps que vous nous avez accordé. Et en fait, je vous laisse la possibilité de terminer sur une note positive. La note positive. Alors, écoutez, il n'y a pas de recette miracle quand on cherche à travailler et qu'on veut mettre en valeur ses compétences. Soyez vrai, soyez vous-même et préparez vos entretiens. Maintenant, si vous avez des questions en dehors de cet entretien-là, de cette discussion-là, je laisse Yasmine, notre collègue, remettre la présentation. Il y a une adresse mail. Vous pouvez toujours m'écrire et si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, et je me ferai un plaisir de vous répondre. En général, le temps de réponse est de 24 heures à 48 heures, mais je réponds à tous les mails que je reçois. Très, très bien. Écoutez, merci encore une fois, Monsieur Abdi, de nous avoir partagé vos expériences. Justement ces points qui sont très, très ambigus pour les candidats. Merci infiniment pour votre participation. J'espère que nous aurons l'occasion de recollaborer avec vous pour d'autres webinaires et peut-être, pourquoi pas, prochainement pour auprès. Je suis désolé, je n'ai pas entendu la fin. Vous pouvez répéter? Abdi, est-ce que vous me recevez? Monsieur Abdi, vous me recevez? Oui, oui,
Désolé, j'ai pas entendu La la Très fin bien. de Ben, votre écoutez, phrase. je vous ai dit, Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir participer à d'autres événements que nous animerons pour les candidats, cette fois-ci en présentiel et dans d'autres circonstances, Inch'Allah. avec Inch'Allah. plaisir. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Si ça peut aider, bien sûr, vous pouvez Parfait. compter sur Merci moi. beaucoup encore une fois, Monsieur Addi. Je vous souhaite une Merci. excellente fin de journée. Et puis, j'en profite pour souhaiter Sahar Merci à vous. Ramadankoum à tout le monde. Inch'Allah. Saha Ramadan aussi à tout le monde. Merci beaucoup. Au Très bien, revoir. merci. Au Alors, au revoir. revoir.